So good morning and good afternoon to everybody. Um, my name is Carmel Mitrus, and I am, sorry, just admitting a few people into the room right now. All right. I'd like to thank you all for joining us today. Today's mining webinar is brought to you by CanDo. And with that, I'm going to pass it on to Stephanie, and she's going to introduce our speaker today. Thank you. Hi, bonjour. Ce webinaire est possible grâce à CanDo. Et nous avons un économiste géologue que je vais présentement présenter. So first, Mr. John Louis Coase is an economic geologist who started his own mining consulting firm in 2007 after 25 years spent in Aboriginal Affairs and Northern Development Canada. Monsieur Jean-Louis Coase est un expert en géologie économique qui a lancé sa propre société d'experts conseils dans le domaine minier en 2007, après 25 ans passés aux affaires autochtones et au développement du Nord Canada. He specialized in mineral evaluation and has more than 30 years. Do you still hear me? Because I lost all connection on my side. I can't see nothing. I wonder if you guys can still hear me. Yes, you're doing fine. Okay, good. Okay. So he specialized in mineral evaluation and has more than 30 years experience in geoscientific surveys, mineral inventories, mineral royalty calculation, researches and advice provided for First Nation reserves, traditional and provincial lands. Il s'est spécialisé dans l'évaluation des substances minérales et possède plus de 30 ans d'années d'expérience dans les relevés géoscientifiques, inventaire minier, calcul de redevances minières, et recherches et conseils fournis concernant les réserves des Premières Nations, les terres traditionnelles et provinciales. En tant que gestionnaire des ressources naturelles, des affaires autochtones et du Grand Nord, du développement du Grand Nord Canada, il a élaboré des stratégies de consultation et de consentement éclairé et a aidé les Premières Nations à maximiser leurs avantages afin de satisfaire à leurs besoins en matière de développement environnemental et économique lorsqu'ils progressent vers l'autonomie. Je vous présente donc M. Jean-Louis Coase. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci beaucoup, Stéphanie. Oui. Alors donc, comme Stéphanie vient de le dire, j'ai une longue expérience dans le domaine de la géologie. Et puisque ce webinaire est au sujet du Québec, je peux dire que j'ai travaillé pendant plus de 4 ans à Chibougamau. Donc, aujourd'hui, je suis là pour vous parler du secteur minier et des opportunités pour les communautés autochtones du Québec. Et comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais quand même, avant de commencer ma présentation, je voudrais vous montrer, juste un petit instant, quelques roches. Celle-ci, c'est du cuivre jaune, du zinc noir, du quartz blanc. Ça, c'est ce que des fois on appelle l'or des fous, c'est-à-dire de la pyrite, c'est du sulfure de fer. Je vous le montre maintenant parce que j'utiliserai souvent ce terme. Et quelquefois, ces métaux sont aussi magnétiques, comme vous pouvez le voir ici. On peut l'attraper avec un aimant. La troisième roche dont je vais parler, c'est le granit. Et vous voyez que vous avez de très beaux échantillons de granit comme celui-là, et c'est utilisé très souvent dans vos cuisines comme comptoir de cuisine, ou des choses comme ça, ou bien pour faire les devantures des bâtiments. Alors, puisque je vous ai parlé de roches, maintenant je vais vous parler vraiment de développement économique sur les réserves liennois à l'extérieur. Et alors donc, cette présentation va être pour partager des exemples d'opportunités, surtout d'affaires, et bien sûr, avec le secteur minier, expliquer ce secteur simplement, on va passer autour du cycle minier,
puis on va avoir quelques idées spéciales et uniques que je vais vous partager avec vous. Cette présentation, donc, c'est une opportunité concernant des emplois. C'est aussi une façon de parler du cycle minier, de voir à chaque étape du cycle minier les possibilités d'emploi et de développement économique que vous avez. Et le troisième point, ce sera quelques remarques pour spécialement les officiers du développement économique. Alors, pourquoi on exporte et on cherche des substances minérales? Les substances minérales, en fin de compte, sont de plus en plus importantes dans toute notre société. Juste, si on regarde les métaux, le cuivre, par exemple, tous vos fils électriques sont en cuivre. Le zinc, c'est heureusement qu'on a ça, sans ça, toutes nos voitures seraient rouillées avec le sel que l'on met sur les routes. Pour l'or, on l'utilise surtout en joaillerie. C'est un très bon conducteur électrique aussi. Et maintenant, pardon, les terres rares, c'est pour l'électronique et c'est devenu quelque chose même critique puisque en général, ça vient surtout de Chine et on en parle de plus en plus. L'aluminium, vous savez tous que vous avez en général des remorques faites en aluminium parce que c'est très léger et donc utilisé dans les transports. Vous avez le gypse, ça vous l'utilisez pour faire les murs dans vos maisons. Le gravier, c'est pour les routes, c'est pour les bâtiments aussi, et puis on l'utilise pour faire du ciment, et le granit aussi, qu'on utilise pour des façades des bâtiments, le granit que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, on peut dire que les peuples autochtones ont toujours utilisé les roches, les métaux, et ils l'ont utilisé pour leur usage personnel, mais aussi culturellement. Donc, c'est très important pour les Premières Nations. Les 4 raisons dont je parlais de tout ça, c'est la possibilité pour vous, officier de développement économique, de parler de l'emploi et des contrats. Vous êtes, le secteur minier utilise énormément de personnes autochtones et c'est le deuxième employeur au Canada. Il y a de nombreuses ententes qui ont été passées entre les communautés autochtones et les compagnies minières qui travaillent sur leur territoire autour de leur communauté. Il y a aussi le fait que les mines sont partout au Canada. On peut bien en trouver autant au nord, au sud qu'à l'ouest et au Québec en particulier. Et beaucoup de gens, par contre, ne connaissent pas trop le secteur minier. On connaît plutôt juste une mine quand elle est déjà là, mais on ne réalise pas qu'avant ça, il y a un potentiel économique énorme dans l'exploration et le développement ou la mise en valeur d'un gisement. Si on passe donc à cette étape suivante, on voit que les emplois autochtones, il y en a énormément dans les mines et en exploration. Juste au Québec, il y a 103 000 personnes qui travaillent dans le secteur de l'exploitation, de l'exploration minière. Les autochtones sont à peu près 12% de cette main-d'œuvre canadienne et en plus, on peut dire que vous avez la possibilité de trouver de l'emploi à peu près partout dans toutes les régions du Québec, aussi bien au nord, à l'est qu'au sud. Vous voyez là quelques images de jeunes qui ont l'air assez heureux de travailler dans ce secteur minier et en général, les emplois sont très diversifiés. Vous voyez qu'il y a plus de 160 emplois miniers différents dans le secteur de l'exploration et du développement minier. Donc, c'est dans l'exploitation minière, bien sûr, et aussi au moulin, c'est-à-dire quand on traite les minerais. C'est aussi dans les bureaux, vous avez aussi des emplois d'étudiants, pas seulement d'ingénieurs et géologues, mais aussi des comptables. Quand on a des camps en exploration minière, on a besoin même des cuisiniers, je ne penserai pas à ça, mais oui, des cuisiniers. Dans le domaine des routes et des transports, vous avez bien sûr de déneigement, de possibilités d'avoir des contrats avec le camionnage pour transporter les minerais, et même vous avez aussi des emplois dans le domaine des explosifs, parce que les compagnies minières sont obligées d'utiliser de la dynamite, par exemple, pour aller extraire les minerais. Alors, tous ces contrats, en fin de compte, sont une grande variété, comme on vient de le dire, et on peut dans tous les domaines.
Vous voyez aussi bien la nourriture même, c'est-à-dire la cuisine, que pour les piquets, que le dernier mot qui est utilisé pour les marchandises, piquets, ça c'est pour faire l'exploration minière de la géophysique, on est obligé de l'avoir. Les compagnies sous-traitent souvent les services spécifiques de surveillance de l'environnement, d'énergie, tout ça, du transport aux compagnies autochtones, et elles aiment bien donner des contrats locaux et aux entreprises autochtones parce que c'est bien plus facile en fin de compte d'avoir une personne de la région que d'aller chercher ce personnel ou ces contrats ou donner du travail aux gens qui sont de l'extérieur. Alors, est-ce que le domaine minier est intéressant? Oui, parce que quand on regarde les salaires effectivement dans le secteur minier, regardez, c'est le secteur industriel au Canada qui a le salaire hebdomadaire par semaine le plus haut. C'est de plus de 2000, presque 2100 $ par semaine, en 2020. Donc, c'est très intéressant. Vous avez dans ce secteur un emploi sur 29 qui vient donc des mines ou de l'exploration minière ou du développement. Et donc, tout ça, on peut dire que les autochtones ont 12% de la population active du Canada. Donc, ça commence à être déjà une bonne partie des emplois qui sont générés par les mines et par l'exploration et le développement. Les communautés ont réalisé que c'était plus intéressant d'avoir des ententes avec les compagnies minières, comme ça elles savaient, elles pouvaient participer déjà au développement minier, mais aussi elles avaient un mot à dire. Il y a alors beaucoup d'ententes ont été signées. Vous voyez sur la carte ici du Québec, il y en a eu pas mal, même jusque dans le Grand Nord, la région de Saint-Louis. Il y en a eu beaucoup en Abitibi, etc. Alors, ces ententes sont des répercussions et des avantages, c'est-à-dire que vous négociez pour savoir le nombre d'emplois que vous pouvez avoir. Ça peut être 20-25% des emplois sont garantis à la communauté. Vous avez aussi des ententes qui peuvent être de l'exploration, pour la coopération. Et puis, vous avez même des lettres d'intention, c'est-à-dire la compagnie peut-être vous promet rien du tout parce qu'elle commence tout juste à explorer dans votre région, mais elle vous dit qu'elle a l'intention future, dans le futur, de vous faire participer. Alors, si vous voulez donc négocier quelque chose avec une compagnie minière, les ententes qu'on vient de voir juste avant, vous avez maintenant les possibilités d'aller vous financer pour ces consultations et aussi pour la formation, et aussi pour le développement économique. Vous avez donc au Québec le secrétariat aux affaires autochtones qui ont des fonds. Et ces fonds-là, le premier, c'est le soutien à la consultation, comme on vient de dire. Le deuxième, c'est pour le développement économique. Et vous avez aussi des subventions ou de l'argent qui vous est fourni pour aller faire de la formation et le centre de formation professionnelle de Val-d'Or en État, par exemple. Vous en avez d'autres types de fonds. Il y en a un pour l'exploration au Nunavik, dans le Grand Nord, dans la région de Saint-Louis, on va dire. Et il y en a un autre même qui a été créé pour le Conseil pour l'exploration minière, ça, c'est pour la région de la baie James. Alors, si on regarde une carte avec toutes les mines qui sont en activité en ce moment, on voit qu'il y a une grosse concentration ici au sud-ouest. Le sud-ouest, c'est la région de la Abitibi qui est extrêmement riche. Il y en a un peu plus au nord, surtout en voie de développement, on va dire en ce moment ici. Il y a une autre zone qui est la zone ici, dans la région de Sept-Îles. Ça, c'est pour le titane, le fer et titane. Et le fer au complet, on peut dire, toute la force du Labrador jusqu'à l'ouest du Coudjiouat, vous avez un potentiel pour le faire. Et la dernière zone intéressante, c'est celle au sud de Saint-Louis, dans le Grand Nord, où vous avez un potentiel pour le nickel. Quand on passe donc avec la CEPAC suivante, et qu'on regarde les dépenses que les compagnies font d'exploration et en mise en valeur, c'est-à-dire le développement, avant qu'il y ait vraiment une mine, ces chiffres sont quand même impressionnants. Au Canada, c'est 2,9 milliards de dollars. Et en exploration, c'est-à-dire le début de l'exploration, c'est 2,1 milliards, alors que la mise en valeur d'un gisement, c'est-à-dire qu'on sait déjà qu'on risque d'avoir une mine, et c'est 0,8 milliards de dollars. Quand on regarde ces statistiques ici, juste pour le Québec,
on peut voir qu'elles sont pas mal impressionnantes et que dans l'année 21, donc l'année dernière, les dépenses en exploration et en mise en valeur de gisements ont augmenté d'une façon incroyable. Ça a doublé. Donc, il y a énormément d'argent qui est dépensé dans le domaine minier au Québec en ce moment. Si on regarde donc les substances minérales les plus importantes au Canada, vous voyez que ça va de l'or, au fer, charbon, au potasse, etc. Et on va regarder pour le Québec surtout. Le Québec est la première province à produire le plus d'or. Après, pour le fer, elle est la deuxième. Pour le nickel, elle est la troisième. Et pour le groupe du platine, elle est en 5e position. Donc, le Québec se débrouille très, très bien dans ce domaine. Et au travers du Canada, on a plus de 200 000 en activité. On a 6500 carrières de sable et de gravier. Et tout ça, c'est pour une valeur de 48 milliards de dollars. Les avantages générés par l'industrie minière au Québec sont, en fin de compte, importants. On voit qu'il y a 48 000 emplois qui sont directement reliés au secteur minier. Les dépenses donc des compagnies minières elles-mêmes, c'est de 10 milliards de dollars. Vous avez 3800 fournisseurs au Québec qui travaillent et qui sont directement reliés au développement minier. De tout ça, le gouvernement touche 1,3 milliard de dollars, alors que les salaires, la masse salariale au total est de 1,8 milliard de dollars. Tout ça contribue au produit intérieur brut du Québec pour 9 milliards de dollars. Donc, on peut dire que le secteur minier a une grande valeur pour le secteur industriel en général. Alors, l'exploitation minière au Québec, on peut dire qu'elle n'est pas très bien connue. D'abord, elle n'est même pas enseignée de façon régulière dans les écoles. Ça fait qu'il n'y a pas de grand monde qui sait ce qui se passe dans le secteur minier. Tout ce qu'ils connaissent en général, c'est le chevalement, le shaft que l'on voit quand on passe sur les routes. Mais bien avant ça, il y a plein de choses qui se passent avant qu'on ait une mine. Et je vais essayer de vous montrer ça par la suite. Il y a autant d'opportunités d'emploi et de développement économique possible avant d'avoir une mine que pendant que la mine est en opération. Alors pour le Québec, on a donc, on l'a dit tout à l'heure, de l'or, du fer et du nickel surtout dans 17 mines différentes. Et puis il y a 25 projets de mise en valeur en ce moment qui peuvent être des mines potentielles dans le futur. Pour les substances non métalliques, comme on a dit, les granites, les calcaires, les choses comme ça, il y a 4 mines et 2 projets de mise en valeur. Il y a de nombreuses sablières et gravières aussi au travers de tout le pays. Tout ça, en fin de compte, ça représente 13 minéraux métalliques différents et 16 non métalliques différents. Alors, on va passer au travers du cycle minier. On vient de parler maintenant, on a déjà parlé d'emploi, d'opportunités et tout, les chiffres avec les dépenses que font les compagnies minières ou bien les compagnies d'exploration. Et là, on va passer au travers de ce cycle pour essayer de le comprendre un peu mieux et de voir à quel moment on a des opportunités d'emploi ou des opportunités d'affaires ou de développement économique. Alors, on va passer au travers la prospection, c'est-à-dire l'exploration initiale, après l'exploration un peu plus poussée quand on arrive déjà au sondage, vous voyez le sondage, une sondeuse ici. Et puis au développement minier, ça veut dire qu'on pense qu'il y a un gisement, on va même sous terre bien souvent, pour aller vérifier, continuer à faire de l'exploration souterraine. Et quand on a été capable de démontrer que le gisement qu'on est en train de travailler est économique, on passe à l'exploitation minière, c'est de la vraie mine avec le chevalement, le shaft dont on parlait. Et par la suite, quand le gisement est épuisé complètement, on va passer à la fermeture et à la restauration du site. On en parlera en détail. Alors, dans tout ça, quel est le rôle du provincial? La province de Québec, en même temps, avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, a mis sur pied, parce qu'il est obligé d'administrer toutes ces propriétés minières, est obligé au travers de la loi sur les mines, d'administrer des clèmes miniers. Les clèmes, c'est la plus petite, on va dire, propriété minière que vous pouvez prendre. Auparavant, c'était 400 mètres par 400 mètres, ça a changé un petit peu, on parlerait tout à l'heure. Et vous avez toute cette information dans le système de gestion des titres miniers qui s'appelle le Gestim Plus. Pour
les officiers du développement économique, c'est très important d'aller voir un petit peu ce qu'il y a dans ce gesting plus si vous voulez savoir s'il y a de l'activité minière qui se passe autour de votre communauté. Donc, c'est la seule façon de savoir ce qui se passe. Il y a un autre système qui est basé sur l'information géominière de référence. Et cette information, ce sont les rapports que les propriétaires de plaines minières ou de propriétés minières sont obligés de créer et de donner au ministère pour rapporter ce qu'ils ont fait comme travaux. Ce système-là s'appelle CIGEON. Là aussi, vous avez donc tous les rapports qui sont publics. Vous pouvez avoir accès à ce que fait la compagnie minière qui est sur votre territoire et vous allez savoir à peu près, enfin, avec précision même, ce qu'ils sont en train de faire. Donc, tout ça, c'est en fin de compte l'application de la loi. Donc, le ministère autorise le développement minier, il autorise aussi les règles, la sécurité dans les régions. Et bien sûr, il y a un plan que vous devez en général mettre si vous êtes compagnie minière et un cautionnement que vous devez déposer pour la remise en état des mines. La remise en état, c'est-à-dire que quand la mine ferme, vous êtes obligé de remettre tout et de tout réhabiliter. Alors, le rôle du fédéral maintenant, on vient de parler du provincial, on va parler du fédéral. Le fédéral, normalement, administre les droits miniers sur certaines réserves, pas toutes, parce que les droits du sous-sol appartiennent à la province en plein temps. Il doit aussi participer aux évaluations environnementales, surtout si nous avons des voies navigables, par exemple, qui sont affectées par le développement minier. Il y a bien sûr la fiscalité, ou bien, par exemple, la gestion des explosifs. Ça, c'est le fédéral, c'est une loi fédérale qui gère tout ça. Et si par exemple c'est une mine d'uranium que vous trouvez, alors là, toute la législation sera fédérale, donc qui va s'appliquer au développement de notre gisement d'uranium. Alors on parlait de plaines minières tout à l'heure, là je vais vous montrer une carte avec des titres miniers. Un plaine, ça nous donne le titre minier du sous-sol. Et donc, vous verrez sur cette carte qu'il y a une grosse concentration en couleur orange au sud-ouest du Québec, la région de l'Abitibi, c'est-à-dire qu'il y a énormément de propriétés minières là qui sont très riches. Il y en a un petit peu maintenant plus au nord. Vous avez donc quelques-unes autour de cette île ici, au nord de cette île. Vous en avez Wabush, Labrador City, Shakerville, et ça monte vers l'ouest de la baie d'Angara, et vous en avez, comme on l'a dit tout à l'heure, au sud de Saint-Louis. Ces propriétés minières, je vous montre une carte plus précise ici. Et maintenant, la propriété minière, on peut la prendre à partir de son sous-sol, de son ordinateur. On n'a même plus aller sur le terrain pour jalonner. Mais cette carte, vous allez peut-être en voir des comme ça si vous allez voir les rapports, comme je parlais tout à l'heure, qui se trouvent dans le CIGEON du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Vous allez voir des cartes comme ça et vous allez remarquer que, par exemple, ici, les plaines, il n'y a aucune ligne qui est vraiment droite. Ça sont les vieux plaines qui étaient pris sur le terrain à l'époque, c'est-à-dire que les lignes se promènent dans le bois à droite et à gauche. Ça, sont les anciennes. Les nouvelles, vous voyez, sont plus des carrés parfaits. Donc, ça, c'est pris sur carte de chez vous, de votre sous-sol. Et la troisième, donc, c'est un carré. La troisième, celle-ci qui est au nord, là, qui est plus allongée. Ça, c'est quand vous êtes dans une région où il y a des fermes, par exemple, et puis les lots des fermiers sont très allongés, rectangulaires. Donc, dans ce cas-là, on est obligé de suivre les lots des propriétés ou de la ferme. Alors, est-ce qu'il y a des restrictions dans le jalonnement de plaine? Alors, si vous arrivez sur la carte de plaine du ministère, vous ne pouvez pas jalonner dans les parcs et puis dans les aires qui sont protégées par le gouvernement et qui sont bien à l'étude, que le gouvernement a mis de côté, n'a pas accepté. Vous voyez qu'ici, on peut jalonner des plaines sur les réserves indiennes parce que les droits du sous-sol appartiennent à la province. Les jalonnements sont aussi autorisés sur les terres privées, mais le problème des terres privées, c'est que vous avez un fermier qui, en général, les compagnies essaient d'éviter ça parce que c'est très difficile d'amener, par exemple, une sondeuse au milieu d'un champ de maïs quand le fermier est prêt à récolter
somalisent. Donc, ça crée des problèmes. Les compagnies préfèrent aller directement sur les terres provinciales où il y a moins de problèmes. Alors, on va passer au travers donc, du site minier et on va passer donc de la prospection, la géochimie, la géophysique au sondage. Et dans ces trois stades de l'exploration, du site de l'exploration minière, on commence par la géologie, on regarde les roches d'abord. Si vous n'avez pas de roches, vous regardez la géochimie, c'est-à-dire vous allez voir en prenant des échantillons, par exemple dans le sable ou le site, là, dans ces régions-là, vous faites analyser puis vous cherchez des parties par millions, c'est-à-dire des parties infimes d'or, de cuivre, de plomb. Et donc, ça vous donne des régions, vous allez voir que la région au nord-ouest a beaucoup plus de parties par million d'or que le sud-est ou le nord. Donc, vous vous concentrez sur celle où il y en a le plus. La géophysique, ça vous permet de rétrécir, d'avoir une cible plus précise quand vous avez trouvé quelque chose d'intéressant. Et si par hasard la géophysique aussi, et tous les trois, géologie, géochimie et puis géophysique donnent de bons résultats, vous allez décider d'aller faire un sondage, mais vous le faites juste à la toute fin parce que ça coûte très cher, un trou de sondage. Alors, comment en général ça commence tout ça? C'est un prospecteur qui fait une découverte, par exemple, il trouve une roche, je vous ai montré ma roche tout à l'heure, là, qui brillait, le cuivre et du zinc, on va trouver une roche comme ça, c'est déjà très intéressant. Une compagnie minière peut être intéressée donc à regarder d'un peu plus près ce qu'il a trouvé. Et il peut avoir une idée, des fois une idée, c'est par exemple, si par hasard vous avez un nouveau minéral qui commence à être très en demande, on va dire aujourd'hui les terres rares par exemple, vous pouvez commencer à chercher des terres rares, alors que jusqu'à présent, il n'y avait pas grand monde qui cherchait dans ce domaine-là. Alors, le prospecteur, donc, il trouve une roche intéressante, il fait son exploration, sa prospection avec un permis en général, on est obligé d'aller chercher un permis, il est bon pour 5 ans, c'est pas très cher à acheter. Il utilise aussi son propre argent et son tueur en général qui trouve la plupart des premiers indices qui vont peut-être devenir une mine plus tard. Il y a une chance sur 10 000 qu'une roche comme ça se termine par un shaft, une mine souterraine, même une mine à ciel ouvert. Donc, il utilise son marteau de géologue et sa batterie, il prend des échantillons. Beaucoup de prospecteurs aiment travailler sur les chemins forestiers parce que ce sont des chemins qui ont été nouvellement ouverts et donc il y a des affleurements qui ont été dégagés naturellement pour construire. Si par hasard il trouve quelque chose de très intéressant, il peut optionner sa propriété minière parce qu'il en a 100%. Et puis, il négocie avec une compagnie en disant si vous me donnez par exemple $100 000, si vous faites $100 000 d'exploration sur ma propriété minière, je vous donne 10% de cette propriété. Ça vous appartiendra à la fin du $100 000. Par contre, quand vous signez ce genre d'entente, le prospecteur demande toujours avoir un rendement net de fonds de vie, c'est-à-dire il va demander 1% par exemple de l'or qui va sortir si un jour, ça veut dire dans le futur, si un jour il y a une mine qui est ouverte et on extrait de l'or par exemple. Alors, la cartographie géologique, c'est la première, on a vu tout à l'heure, donc c'est souvent on commence par un travail de bureau parce que c'est bon d'aller voir qu'il y a d'autres compagnies qui ont travaillé certainement sur ce terrain dans les années précédentes. Des fois, il y a certains claims miniers, des propriétés minières qui sont travaillées depuis 100 ans. Ça arrive, ça même plus. Donc, vous êtes capable d'aller trouver les travaux qui ont été faits là-dessus dans les années antérieures. Donc, vous essayez aussi de regarder le genre de roches que vous avez. Les roches granitiques, là, lignées ou granitiques dans ce cas-là, ou les roches volcaniques sont des roches qui sont montées au travers. Donc, les granitiques très lentement à la surface de la Terre, les volcaniques sont aussi à travers des volcans, donc on le voit facilement. Et je veux juste mentionner que dans les roches volcaniques, souvent vous allez voir des termes ceinture de roches vertes, parce que les roches volcaniques sont vertes, et c'est dans ces roches-là qu'on trouve des métaux, qui ont un potentiel de substance minérale. Quand ces premières roches dont on vient de parler sont érodées, elles donnent des roches sédimentaires qui vont se déposer. On peut avoir des grès, on peut avoir des calcaires, des choses comme ça.
Et le potentiel des roches sédimentaires, c'est le pétrole, le gaz, la potasse, surtout. Et ça se trouve surtout, on va dire, dans les prairies canadiennes. Et quand ces roches-là sont métamorphisées, c'est-à-dire qu'il y a eu des pressions énormes par la tectonique des plaques, par exemple, des choses comme ça, elles sont transformées et elles deviennent des gneiss. Alors, si on regarde les cartes géologiques du Québec, j'ai sélectionné 3 zones, dont la première dont je parlais au sud-ouest ici, et j'ai été obligé de séparer ça en deux parce que le Québec est trop grand. Et là, vous avez la zone de l'Abitibi, vous voyez les roches vertes dont je parlais, vous voyez qu'il y a beaucoup de vert dans cette zone-là. Pour la zone de la faune du Labrador, c'est la même chose, il y a pas mal de roches vertes aussi. Et pour celle au grand nord, au sud de Saint-Louis, vous avez aussi des roches vertes. Donc, vous voyez que ça confirme plus ou moins ce que vous avez dit tout à l'heure. On a aussi une zone que je n'ai pas sélectionnée là, c'est la zone de la région où il y a du titane au nord de Séti. Trois petits points aussi que je vais montrer, ça sont les triangles ici, 1, 2, 3, il y en a un 4 ici qui est juste à l'extérieur de Montréal. Ça, c'est le potentiel pour le diamant. Ces zones-là ont un potentiel diamant. La seule mine qui a été ouverte, c'est au nord-est de Chibougamau, dans les monts Rotiches, la mine Renard, qui a été la seule mine de diamant qui a été ouverte au Québec. Là, je reviens en vitesse sur les ceintures de roches vertes dont je parlais, juste pour vous montrer en détail que vous voyez, il y a beaucoup de petites étoiles, rouges, bleues, même des chapeaux, des chevalements de mine, tout ça ici dans toute cette région, et vous voyez que c'est presque toujours, enfin c'est toujours, on va dire, dans les roches vertes dont je parlais tout à l'heure, la volcanique. Et je vous montre ça parce que l'Abitibi, c'est la plus grande ceinture géologique de roches vertes au monde, en fin de compte, avec un gros potentiel. Alors, si on a fait la géologie, comme j'ai dit tout à l'heure, on veut essayer de ramener ça à une cible plus petite, parce que si on veut faire, par exemple, des sondages, il faut que le sondage, vous ne pouvez pas faire un sondage de 1000 ou 2000 pieds, ça vous coûte bien trop cher, on le fait de 300 pieds en général, de longueur. Donc, vous avez, avant de vous lancer dans le sondage, vous voulez savoir à quel endroit il y a des endroits où il y a une faille ou une veine avec, comme je disais tout à l'heure, du cuivre, du plomb, du zinc, de l'or. Et le fait que le cuivre, par exemple, ou l'or conduisent très bien l'électricité, donc on crée un champ électromagnétique. C'est pour ça que ici, ça s'appelle un relevé aéroporté géophysique. On a un champ électromagnétique que l'on va créer avec ce cerceau-là que vous voyez ici, comme un solénoïde qui envoie un champ électromagnétique dans le sol, il est capable d'aller dans le sol. Si ce champ électromagnétique est changé, donc ça veut dire qu'il y a une veine avec certainement du cuivre, du plomb, du zinc, quelque chose comme ça. Donc, notre champ de même, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'or des fous dedans. Mais l'or des fous peut être intéressant, vous savez, vous pouvez avoir aussi de l'or à l'intérieur. Et vous avez des cartes comme ceci qui vont donner des signes. Donc, l'avion vous donne une cible, vous êtes obligé d'aller sur le terrain pour vérifier avec les mêmes instruments, plus ou moins que l'avion ou l'hélicoptère a utilisé, l'électromagnétisme. Donc, et vous allez essayer de trouver l'endroit exact où se trouve cette veine. Et quand vous la trouvez, vous voyez qu'ici, que les lectures sont à peu près plates, il n'y a pas de relief, il y a 2 lignes où on voit qu'il y a des épaules de chaque côté des lectures, à droite, plus haute que gauche, et vous êtes capable de savoir où implanter votre sondage. Vous allez mettre votre sondage au nord pour aller sonder vers le sud pour passer au travers de cette veine de cuivre, plomb, zinc. Malheureusement, des fois, ça peut être aussi des argiles graphiques. Et ça s'appelle une anomalie. Donc, on va faire un sondage de cette anomalie pour voir ce que c'est vraiment et ramener une carotte de sondage. C'est celle-ci, par exemple. Alors, on a déjà plus ou moins parlé des emplois dans le domaine prospecteur, mais je voulais juste surtout vous montrer que les jeunes aiment bien travailler dans ce domaine. Ils se promettent. Ils utilisent des scies mécaniques, ils utilisent des véhicules pour aller dans le bois. Et puis, donc, ici, vous avez un instrument de géophysique qui est utilisé. Et là, si tout est positif, on va aboutir
avec une sondeuse qui est sur la glace. On fait souvent les sondages sur la glace, c'est plus facile de les faire si on avait de l'eau à la place. Si par hasard vous n'avez pas des jeunes qui ont la formation, mais que vous sentez qu'il y a un développement économique et de l'exploration et du développement qui se fait, disons, dans votre région, c'est l'occasion d'envoyer ces jeunes en formation, surtout ceux qui ont une formation en mécanique, par exemple, vont être de très bons sondeurs pour les forages au diamant ou des opérateurs, des machines des lourdes, ou bien pour le traitement des minéraux. Et ça, c'est en général financé par des programmes fédéraux ou provinciaux. Quand on parle de sondage, donc on va là pour essayer de sortir une carotte de sondage que je vous ai montré tout à l'heure. Donc la sondeuse est ici, à l'intérieur de la sondeuse, il y a le sondeur qui est là, qui sort les carottes de sondage après avoir fait un trou, comme je disais, qui peut aller jusqu'à 300 pieds. Ça, ce sont des boîtes pour mettre des carottes de sondage. Ça, c'est une opportunité d'emploi et même de business que beaucoup de Premières Nations utilisent. Quand ils travaillent déjà dans le bois eux-mêmes, ils sont capables de faire ces boîtes-là et les vendre aux compagnies minières qu'elles utilisent beaucoup. Une fois que la carotte de sondage est sortie, elle est envoyée aux géologues qui ont fait la description et qui regardent les zones, ou bien les sections de carottes qui sont les plus intéressantes parce qu'il a vu dessus du cuivre, du plomb, du zinc, mais il veut savoir le pourcentage. Là, il envoie ces deux jeunes gens ici qui vont couper la carotte en longueur, ils en gardent la moitié, l'autre moitié est envoyée à l'analyse, et l'analyse va vous dire combien de pourcents de cuivre, de plomb, de zinc, de or vous avez. La teneur donc, de ces carottes. Si on est en train donc peut-être de trouver une mine ou un gisement, mais avant ça, il ne faut pas oublier que dès que possible, il faut faire une évaluation environnementale parce que vous êtes obligé d'aller faire un relevé complet de l'impact environnemental que votre opération va faire. Et si possible, vous allez essayer de savoir comment vous allez pouvoir l'atténuer. Parce que ces impacts peuvent être importants, pollution de l'eau, des choses comme ça. Deuxième chose, c'est que quand vous avez donc le fédéral et le provincial qui sont là-dedans, ils essaient de faire ça ensemble. Quand vous avez l'obligation de faire une consultation publique, parce qu'on pense que votre opération ou votre gisement d'importance, l'impact sera assez fort. Donc, vous avez le BAC au Québec, qui est le bureau d'audience publique et en environnement, qui est obligé de faire des consultations et vous avez la participation communautaire à ce moment-là. C'est le moment de dire ce que vous pensez au sujet de ce projet. Ça, c'était provincial. Maintenant, si on regarde le côté fédéral, il y a une loi qui était en vigueur, la loi canadienne et l'évaluation environnementale de 2002. Elle vient d'être remplacée par la loi sur l'évaluation d'impact. Elle a été instaurée en 2018. Donc, maintenant, les compagnies sont obligées de suivre cette deuxième, on va dire, système d'évaluation, l'évaluation d'impact, et qui est de plus en plus utilisé. Donc, si vous avez un nouveau projet, vous êtes obligé de suivre celui-là. Si le vote avait été commencé avant 2018-2019, vous pouvez rester avec l'ancienne loi. Au Québec, c'est un peu particulier parce que vous avez l'entente de la baie James du Nord et puis vous avez donc le Nunavut au Grand Nord. Donc là, vous avez des comités qui ont été formés pour des comités consultatifs pour l'environnement. Et au sud, donc du 55e parallèle, vous avez des comités, un comité consultatif pour l'environnement pour la baie James. Au nord, vous avez celui du Cativic. Pour les commissions provinciales d'évaluation environnementale, là, vous avez au sud des évaluations d'impact, un comité d'évaluation d'impact, et un comité d'évaluation d'examen de l'impact environnemental et social. Et quand on est dans le nord, Cativic, là, on a la commission de la qualité de l'environnement Cativic. Donc, l'exploration, tout à l'heure, on pense au début que c'est juste une petite tente et un prospecteur dessus. Mais là, je voulais juste vous montrer que ça peut devenir des temps importants comme celui-ci ici à Rochefort. Vous voyez qu'il y a beaucoup de monde.
Et là, vous êtes obligé à ce moment-là de faire des échantillonnages pour l'environnement, prendre des données de base, vous allez voir un petit peu la composition de l'eau, des choses comme ça de surface, les poissons, la faune, et ça peut demander donc aussi, pas seulement pour l'exploration, mais aussi pour l'environnement. Vous pouvez avoir énormément de monde qui peuvent travailler dans ce domaine et ça crée des emplois. On peut dire aussi que déjà, il y a plusieurs Premières Nations qui s'impliquent dans le domaine et je vais mentionner juste deux qui ont déjà gagné des prix, le prix du Prospector et Developer Association of Canada, PIDAC, qui est une association très très grosse au Canada dans le secteur minier, et Hans Mathieu, qui est un géologue de la Première Nation de Wanakté, un président, il a créé même le Canadian Aboriginal North Association, le CAMA, cette association-là est impliquée un peu partout au Canada, et il fait donc la promotion des partenariats égaux entre l'industrie minière et les communautés autochtones. Vous avez une autre personne, Jim McLeod aussi, qui a eu ce même prix. Hein. Et puis lui, donc, il est impliqué aussi dans l'environnement. Il a fait la compagnie Enviro Free. Et puis il a aussi une petite compagnie d'exploration minière qui s'appelle J.A. McLeod. Il a aussi créé donc un centre de formation géologique à Mistassini. Et donc, il est sur le conseil d'administration du Mineral Exploration et aussi de CAMA, dont on vient de parler juste avant. Donc, vous avez des personnes très impliquées. Dans la région de Chibougamau, il y a aussi Sam Bozon qui est très impliqué. Le cycle minier de la séquence Palomba, où est-ce qu'on en est là? On a parlé de l'exploration, maintenant on va parler du développement aussi. Tout ça est positif, là, les premières parties de l'exploration. Vous essayez de faire le développement pour voir à peu près si le gisement va être économique ou pas. Et donc, vous allez à ce moment-là faire un échantillonnage en vrac, c'est-à-dire aller chercher des gros échantillons pour les faire analyser. À ce moment-là, vous faites des permis environnementaux et vous pouvez déjà commencer à faire une étude économique pour savoir si c'est faisable et bien sûr aller recueillir les fonds le plus possible. Donc, l'évaluation du potentiel économique, c'est basé sur plusieurs choses. Le type de minéral, le prix du marché, si par exemple notre minéral vaut rien sur le marché, c'est pas la peine d'aller chercher lui. La teneur minérale, il faut qu'elle est suffisamment dans votre veine, l'endroit où il se trouve et si c'est accessible. Les infrastructures, si vous êtes près d'une route, c'est mieux, bien sûr. La distance du marché, le coût d'approvisionnement, est-ce que vous êtes obligé de prendre un hélicoptère pour vous demander? Là, c'est pas trop rentable. Là, il y a aussi les questions des impôts, des redevances que vous devez payer à la province ou au fédéral. Et l'exploitation, donc, doit respecter l'environnement. Et est-ce que c'est responsable socialement? Est-ce que les gens qui habitent autour sont prêts à accepter ce genre de choses? Et bien sûr, il faudra une main-d'œuvre qualifiée. On voit qu'au Québec, il y a eu de nombreuses ententes qui ont été signées entre les compagnies minières, les Premières Nations et le gouvernement. Là, vous avez la liste de tout ça. Ça va aussi bien du Nunavik en haut à Abitibi que dans le bassin Laurent. Donc, vous avez toutes ces compagnies qui ont été prêtes à signer des ententes. Alors, si on passe au développement maintenant, on voit qu'il y a aussi une entente, c'est la mine Wabushi qui cherche du lithium. Ça, c'est un produit qui est de plus en plus en demande maintenant. Ils vont signer une entente pas seulement avec la Première Nation de Nemaska, mais aussi avec le Grand Conseil des Puits de la Belgique. Vous voyez que les travaux qu'ils font sur le terrain créent certainement beaucoup d'emplois pour les communautés environnantes. Vous pouvez aussi avoir, donc, dès que vous avez une exploration qui prend de l'ampleur, vous avez donc besoin de loger les gens, l'hébergement, là ici, il y a une cafétéria, il y a même un gymnase, vous pouvez peut-être avoir besoin, ils ont peut-être, la compagnie a besoin de construire un terrain d'atterrissage, des fois, la compagnie est obligée de faire un petit essai pour voir si ça va bien marcher avant d'ouvrir la mine. Elle fait donc un petit essai ils appellent ça une démonstration de la mine pour voir si vraiment ça va être rentable.
dans ce cas-ci, de la mine Raglan, qui est en opération depuis longtemps, vous pouvez avoir donc une extension, là, une phase 2 et 3 par exemple. Et donc, à ce moment-là, vous avez encore une évaluation environnementale à faire. Et puis, vous avez donc essayé d'améliorer un peu tout ce qu'il y a. Et dans ce cas-ci, ce qu'il y a d'important, pas seulement 20% des gens de la région qui travaillent pour eux, et 113 millions de contrats avec les populations du coin, mais ils essaient d'avoir des éoliennes pour essayer de diminuer les gaz à effet de serre dans ce cas-là. Et ici, vous avez un jeune technicien géologue qui a l'air content de son emploi. Donc, d'après ce qu'on peut voir, ça marche bien. Alors, la séquence de l'industrie minière, qu'est-ce qui se passe en ce moment? On peut dire qu'il y a 1000 propriétés qui ont été jalonnées au départ, et tout ça, comme on vient de le dire, ça ne va aboutir qu'à une seule ou plusieurs mines, parce qu'on est très très optimiste, une mine vraiment qui va être ouverte. Donc, je voudrais juste insister sur le fait que vous voyez que vous avez les trois étapes précédentes avant la mine, où vous avez des possibilités d'emploi incroyables, même si c'est peut-être difficile, et c'est là où l'Office de développement économique doit jouer un rôle, c'est d'aller détecter, d'aller trouver quelle compagnie minière travaille dans votre région et quel genre de travaux il fait. C'est à vous d'aller le chercher. Là, je suis revenu sur la ceinture anglaise de la République juste pour vous montrer le nombre de mines qu'il y a et vous voyez le nombre d'onces d'or qui est très resté. Donc, c'est vrai que la République est très très riche. Alors, là, on va passer à une mine qui est sur le Saint-Laurent, on va dire au nord du Saint-Laurent, et c'est ArcelorMittal, et c'est les gisements de fer qu'ils exploitent, et ces gisements de fer sont plus au nord, là-haut, à la limite du Labrador, à Fire-Lake, et puis ils ont une complexe minier à Mount Wright. Et en fin de compte, on peut dire que c'est quand même une génération d'emplois et d'affaires pour les populations et les communautés autochtones de la région. Et il y a aussi 1800 personnes qui travaillent pour cette compagnie, donc ce sont des emplois. Il y a une autre compagnie de fer qui travaille dans Iron Ore Company, de Rio Tinto, dans la même région, on peut dire, et eux ont signé de nombreuses ententes avec les Premières Nations, pas seulement celles du Québec, mais aussi comme au Ouachat, la Tinepoche, par exemple, et aussi avec les Naskapiné, mais aussi avec ceux du Labrador. Donc, dès qu'une compagnie autochtone a plus de 50% de ses employés autochtones, la compagnie de Rio Tinto est prête à les engager et à leur donner des contrats sans problème. Maintenant, les autochtones de cette région ont aussi été capables d'acheter le chemin de fer qui relie cette île à Shepperville au nord. Et donc, ils ont acheté ça et sont eux qui acheminent le fret et les passagers entre, on va dire, Shepperville au nord et cette île au sud. Et donc, c'est un bon succès. 80% des employés de l'entreprise sont autochtones. Donc, c'est un succès, on va dire, comme entreprise. Alors, si on laisse un petit peu le minéraux métalliques, on passe aux roches qui sont différentes, qui sont les pierres architecturales. Et ça, je vous ai montré tout à l'heure, ce granit dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sert pour faire les façades des bâtiments. ou bien, ça, ce sont les pierres de taille, ou bien les comptoirs de cuisine, on va dire. Et quand c'est des pierres brutes qui n'ont pas été taillées et polies comme ça c'est pour faire des pavés, des dalles dans votre jardin ou ailleurs. La grosse région où il y en a le plus, c'est la Rivière-à-Pierre, qui est dans la région de Québec, qui se trouve ici. Donc, cette région-là, donc, vous avez les carrières et des granits. Pour le sable granit, il y en a un petit peu partout au Québec. Et je vais juste vous montrer que la plupart des carrières de sable granit se trouvent pas sur les terres provinciales de la province du Québec, là, mais elles sont sous des terres gérées par les municipalités régionales des comtés, et c'est 83% qui sont donc dans ces MRC. Quelquefois même le Québec a délégué ses pouvoirs au MRC pour gérer ces carrières de sable granit. Quelque chose qui est un peu étonnant, c'est la tourbe. On ne pense pas que c'est une roche, mais elle est quand même sous la loi sur les mines du Québec. Et
25% donc, de la production canadienne vient du Québec. Le Québec est le premier rang. Il y a 2000 emplois générés là-dedans. Et les régions où il y en a le plus, c'est le Bas-Saint-Laurent et le Saguenay. Si on revient sur les roches, les roches métalliques, les métaux métalliques, on voit que la compagnie Newmont a signé une entente avec la Première Nation de WMNJ. Bon, ben, c'est très bon. Je veux juste vous faire remarquer que dans ce cas-là, la compagnie minière a été obligée aussi de négocier avec l'association des trappeurs de la région, parce qu'il y avait 3 territoires de chasse des trappeurs qui étaient impliqués ou qui étaient directement reliés à l'emplacement de cette mine. Alors, il y a des comités tripartites qui sont mis sur pied pour que les trappeurs aient aussi leur mot à dire et un pouvoir décisionnel quand la mine prend une décision précise sur l'expansion, par exemple, de tel ou tel gisement. Il y a plus d'1 milliard de dollars qui a été dépensé avec les entreprises privées. Donc, le volume donc, de ces affaires, c'est 25 à 29% avec les autochtones. L'emploi est de 23%. Et puis, le grand défi, dans ce cas-là, c'est que quand vous avez une minière, les compagnies minières sont rachetées par d'autres plus grosses. Et donc, vous avez un changement de personnel de la compagnie minière. Donc, le challenge, c'est le défi de garder de bonnes relations avec les nouveaux propriétaires. Le cycle minier, il faut y penser d'ailleurs en signant les enfants pour voir. Le cycle minier, maintenant, on va passer à la fermeture de mine et la remise en état. Donc, quand votre mine a fini d'exploiter le gisement, elle est obligée de fermer. Et donc, vous avez à ce moment-là des lois provinciales qui s'appliquent et les lois québécoises considèrent que l'exploration minière et l'exploitation minière, c'est une utilisation temporaire de terre. Donc, tout doit être remis aux normes et ces terres-là doivent être utilisables par la suite, sans trop de trouver. Alors, un bon exemple, c'est celui de la fermeture de la mine Columbus, qui est un bon territoire qui a été négocié avec la communauté Cree. Il y a eu des comités qui ont été mis sur pied. Ils ont même tenu compte des besoins futurs des chasseurs de la région. Et le fédéral, l'Environnement Canada, les a aidés à remettre la végétation adéquate sur les terrains. La surveillance a été décidée sur des grosses continues pour plusieurs années. Vous voyez que ici, il y a un autre exemple, c'est la Nord-Métal. Vous voyez à gauche la zone où il y avait une mine, que ce que c'est aujourd'hui, ça ressemble plus à un terrain de golf qu'à autre chose. Alors, je vais vous parler maintenant des mines abandonnées, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, les mines à l'époque n'avaient pas besoin de remettre en état ici. Et le Québec a, en 2017, mis 1,2 milliard de dollars de côté pour réhabiliter, remettre en état 459 sites miniers abandonnés. Alors, je vais juste vous faire remarquer que juste celui que je vous montre en exemple à droite, là, qui est celui de la mine Barview, il y a eu 35 millions de dollars qui ont été mis pour le réhabiliter. Donc, ça, c'est beaucoup, ça génère beaucoup d'emplois et beaucoup d'investissements de développement économique. De plus en plus, les compagnies essaient de faire la remise en état progressif, c'est-à-dire une approche organique. Et dans ce cas-là, dans la région de Val-d'Or, la mine Lamac, ils ont utilisé du compost de la ville et pour remettre donc le compost sur ces résidus de mine. Et regardez ce que ça donne. Des plantes ont l'air de très bien poussées. On ne dirait pas que c'était des résidus de mine auparavant. Un autre bel exemple incroyable, c'est celui du casino du Lac-Lumière à Gatineau. Ça, c'était une ancienne carrière qui est en pleine ville de Gatineau. Et maintenant, c'est un des lieux les plus beaux, avec l'hôtel ici, avec des jets d'eau et une petite marina en bas qu'on ne peut pas voir. Et c'est un des plus beaux sites de Gatineau. Alors, aujourd'hui, on en parlait un petit peu tout à l'heure, les minéraux
qui sont les plus en demande, on va dire, les plus critiques et stratégiques, sont les minéraux qui sont utilisés pour la transition énergétique et technologique. Alors, ces minéraux, on peut parler de graphite, mais surtout de terres rares, et ces minéraux-là n'ont pas été tellement, on va dire, explorés jusqu'à présent. Ils venaient presque toujours de Chine, donc on n'a pas besoin de s'en occuper, mais maintenant, comme ils deviennent de plus en plus rares et que la Chine donc, a tendance à les garder pour elle puisqu'elle se développe énormément, donc il faut que les pays occidentaux soient maintenant prêts à chercher ces minéraux et en trouvent ici. Alors, si vous avez sur dans votre communauté des personnes qui sont des entrepreneurs ou bien des prospecteurs qui ont déjà une bonne connaissance et qui ont trouvé des choses intéressantes, ils ne savent pas où aller chercher de l'argent. Il y a un programme qui s'appelle Société de capital de démarrage, qui a été mis sur pied par la bourse de Toronto, la bourse de croissance de Toronto, qui est SACSB, en général Venture. Et ce programme est utilisé depuis les 10 dernières années et à peu près 50% des nouvelles inscriptions à la bourse ont été faites à travers ce programme. Qu'est-ce que c'est? En deux étapes. D'abord, la bourse permet à des gens qui ont de l'expérience, des investisseurs qui ont de l'expérience, de déjà commencer à aller s'inscrire à la bourse, on va dire, pour aller chercher de l'utilité de l'argent. Même s'ils n'ont rien, vraiment pas vraiment une compagnie avec des actifs. Et alors, cet investisseur qui est déjà capable d'aller chercher l'argent, tout ce qu'il doit faire, c'est trouver un prospecteur, on va dire, avec une bonne propriété minière, c'est-à-dire le prospecteur amène un actif, quelque chose de concret, et ils se mettent ensemble, et donc immédiatement, on peut dire que l'entreprise est active et ils peuvent continuer à se financer sur la bourse et donc continuer l'exploration minière et le développement des sites miniers, c'est par hasard, c'est déjà très avancé. Alors en conclusion, on peut dire que les autochtones ont une participation accrue au développement minier, ils ont beaucoup d'avantages, ils arrivent à partager avec les compagnies minières, donc quelquefois ils peuvent avoir des actions de la compagnie minière ou des actifs, et il y a une coopération en matière d'infrastructure, il y a divers accords avec les entreprises, des ententes qui ont été signées, les contrats avec les sociétés autochtones sont de plus en plus la norme maintenant, et bien sûr la communauté doit donner son approbation pour l'exploration de l'économie dans sa région. C'est le fait de transfert de consultations, etc. Et bien sûr d'emplois générés par les compagnies minières. Tout ça, ça demande des fenêtres d'opportunité, c'est-à-dire si le prix de votre or de l'or ou de n'importe quel minéral baisse, ben, les opportunités seront plus faibles. Et donc, il faut que vous alliez trouver les fonds d'investissement disponibles. On vient juste d'en parler avec la bourse de Toronto. En général, l'exploration, on va dire, c'est très chanceux de dire de 3 à 5 ans. Si pour hasard ça va bien, vous continuez avec des permis, vous pouvez en autre 3 à 6 ans, mais pour la construction, la mine de 2 à 4 ans. Et ça, c'est extrêmement rare, puisqu'on a dit que vous avez une chance sur 10 000 que votre petit échantillon comme ça, qui est peut-être très beau, devienne une mine. Alors, si par hasard, vous voulez avoir un peu plus d'informations, je vous conseille d'aller voir les rapports d'activité minière, ça c'était le nom qu'il y avait avant, maintenant ça s'appelle le bulletin d'infomine du Québec, ça c'est avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec, et donc vous avez au travers de ces bulletins la mise à jour de ce qui se passe dans le secteur minier, et vous avez aussi la possibilité de parler au personnel du ministère, au travers donc de leurs conseillers et de leur poser des questions, et ils doivent vous donner donc une expertise gratuite et les renseignements sur votre région sans problème. Alors voilà, ça m'a fait plaisir de parler. Je vais juste vous mentionner que si par hasard vous êtes très intéressé par le secteur minier, vous voulez vous tenir aussi au courant, vous avez 7 journal hebdomadaire qui s'appelle le Northern Miner. Et dans chaque semaine, vous avez une mise à jour de tout ce qui se passe dans le secteur minier au Canada et à l'étranger. Alors voilà, j'ai un plaisir de faire cette présentation sur le Québec. Et je passe maintenant la parole à Carmen. Merci à vous.
Merci Jean-Louis. OK. Il y a les questions pour Jean-Louis? Alors, je voudrais prendre ce moment pour remercier Monsieur Jean-Louis Cause. À moi qui aurait des questions à ce moment, merci beaucoup pour cette belle présentation. Ça nous a permis d'en apprendre vraiment davantage sur le secteur minier, mais aussi d'apprendre l'importance du partenariat continu avec les communautés autochtones. Je suis vraiment, pour moi, c'est un secteur, c'est un domaine un petit peu inconnu, mais c'était vraiment intéressant. Puis, merci beaucoup, M. Cause. Puis, merci aux participants pour leur temps et leur participation. Merci, Stéphanie. We're good. Could I stop recording? Paul? Yes, Carmel. Thank you.